Parfait. On commence maintenant. Bonjour, alors je vais prendre la parole pour Marc-Maxime. Je vais lire le texte qu'elle a écrit pour la présentation d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc-Maxime. J'aimerais commencer par vous remercier d'avoir répondu à l'appel en si grand nombre. Quand j'ai lu la nouvelle, ça m'a jeté à terre. J'en revenais juste pas qu'une justice comme ça pouvait arriver. Je me sentais impuissante. J'avais le goût de crier ma colère et j'avais hâte de savoir si un rassemblement allait avoir lieu. Puis je me suis dit, je vais pas attendre dans le vide. Je vais créer un événement et au pire, on sera 12 sur le coin de la rue. Je suis vraiment heureuse de voir qu'on élève nos voix ensemble aujourd'hui. On ne devrait pas attendre que des choses comme ça arrivent pour s'insurger. On le voit très bien dernièrement à quel point nos droits fondamentaux sont fragiles. J'aimerais partager avec vous ce que je souhaite que les gens retiennent à la fin de cette journée. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, ceux qui s'en foutent, les insensibles et ceux qui défendent les agresseurs. J'aimerais que ces gens-là réalisent que ça les affecte eux aussi. On a tous dans notre entourage une sœur, une mère, une amie, une collègue qui a vécu une expérience terrifiante et déshumanisante. Cette personne-là a besoin de vous, de votre amour, de votre support, de votre respect. Elle a besoin d'être prise au sérieux et mérite de se sentir en sécurité. Merci. Merci tout le monde. Donc pour continuer, j'aimerais vous présenter une reconnaissance territoriale parce que, justement, nous sommes en ce moment situés en territoire autochtone non scellé. Nous reconnaissons que la nation Kanien'kehá:ka est la gardienne correcte des terres sur lesquelles nous nous retrouvons en ce moment. Nous reconnaissons aussi que les personnes autochtones sont surreprésentées dans le système pénal et ne peuvent obtenir justice à un taux beaucoup plus élevé que la population générale. Je veux que ce soit très très clair aujourd'hui que les voix autochtones doivent être centrées lors de toute discussion féministe concernant les agresseurs sexuels et concernant tout enjeu qui nous touche tous. Et j'aimerais que ce soit très clair que même si ça touche tout le monde, l'agression sexuelle et l'harcèlement sexuel, l'important c'est que nous centrons les voix des personnes autochtones et que nous luttons tous en solidarité afin d'assurer qu'elles ne sont plus forcées de se trouver dans le système pénal et peuvent trouver justice pour tout harcèlement ou crime de nature sexuelle commis envers eux. Donc, pour continuer, j'aimerais dire ça d'une manière très claire. La décision du juge Poliquin est inacceptable à un niveau fondamental. Et même si on réclame que, surtout avec l'association des avocats en défense, ben, ils disent que c'est acceptable, mais la vérité, c'est que lorsqu'un violeur se trouve libre dans nos rues, se retrouve dans nos quartiers, ils ont la chance de revioler d'autres victimes, d'en créer d'autres personnes et à traumatiser d'autres personnes à vie. C'est inacceptable. Point final. Des décisions comme celui du juge Poliquin fait en sorte à ce que les victimes, les survivantes d'agressions sexuelles et d'harcèlement sexuel ont peur de trouver la justice.
ont peur de dénoncer qu'est-ce qui arrive à eux. Ça fait en sorte à ce que ces victimes ne peuvent jamais tenir leurs agresseurs responsables. On est ici aujourd'hui non seulement pour dénoncer la décision du juge Poliquin et du fait que l'agresseur sexuel, Simon Hull, se fait libérer en ce moment en Trois-Rivières, mais on dénonce aussi le fait que le système pénal en ce moment ne prend pas en compte les réalités des victimes et des survivantes des agressions sexuelles. On veut que ce soit très clair qu'il faut que toute décision concernant un violeur soit prise en compte avec les réalités des survivantes en premier. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander à voix très haute que qu'est-ce qui s'est passé à Trois-Rivières il y avait moins d'une semaine est inacceptable et on demande actuellement que toutes les personnes victimes d'harcèlement, d'agression sexuelle puissent trouver justice, puissent tenir leurs agresseurs responsables pour leurs crimes. Et même si moi je suis pro-abolitionniste de prison, je vais être très très clair, il faut quand même que ces personnes-ci doivent être tenues responsables d'une manière ou d'une autre. Je vais vous dire une autre chose. Pensez-y à pourquoi quelqu'un qui se trouve en prison pour possession de drogue, un crime en guillemets, n'a aucune victime. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui détient quelques grammes de cocaïne va se trouver en prison pour plus longtemps qu'un agresseur sexuel qui fera en sorte à ce qu'une autre personne soit traumatisée à vie? Pensez-y, c'est du ridicule et c'est pour cela, entre autres, qu'on est aujourd'hui. Je veux que ce soit très clair que les violeurs ne doivent pas s'échapper de leurs crimes. Ils doivent être tenus responsables pour leurs actions. Point final. Et peu importe leur carrière, peu importe le fait que ça fait pris 1 minute plutôt que 10, peu importe le fait que l'homme il ressemble bien au juge. Chaque agression sexuelle, c'est une agression sexuelle. Une agression sexuelle qui dure 10 minutes, c'est pas 10 fois plus traumatisant qu'une agression qui dure 1 minute. C'est également traumatisant. Il faut, peu importe la durée, peu importe les conditions dans lesquelles l'agression a eu lieu, peu importe si l'agresseur est seul, peu importe s'il prend des drogues, c'est inacceptable de violer quelqu'un. Point final. Lundi dernier, le ministre de la Justice, Simon-Jean Barrette, a dit finalement que les tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et conjugale allaient être mis en place. Ça semble être une bonne solution sur la surface, n'est-ce pas? Mais par contre, les tribunaux spécialisés ne vont pas au fond du problème qui existe. Le problème qui existe en ce moment dans le système de justice et pour les survivants d'harcèlement et d'agression sexuelle, c'est le fait que les survivants ne peuvent accéder à la justice. C'est difficile de tenir les violeurs responsables. De mes connaissances, c'est moins qu'1 sur 10 violeurs qui se retrouveraient en prison après avoir violé quelqu'un. Pensez-y. C'est complètement la bullshit, n'est-ce pas? Bref, c'est tout ce que je voulais dire. Et j'aimerais que ce soit très clair que on n'accepte pas que nous n'acceptons pas la décision du juge Poliquin. Nous n'acceptons pas le fait qu'un violeur nommé Simon Hull se trouve maintenant libre dans les rues de Trois-Rivières et aura une forte chance à violer quelqu'un d'autre. Merci tout le monde. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Maxime,
j'ai créé cet événement-là sur Facebook parce que je voulais que le monde entier entende nos voix. Fait que merci beaucoup à tout le monde d'être là. Je pensais qu'on allait être 18 personnes. Fait que ça fait vraiment chaud au cœur qu'on se déplace en grand nombre. Il y a un message que j'aimerais passer à tous ceux qui roulent des yeux en nous voyant manifester. Un exemple, la clique du plateau qui a nommé qu'on allait être bien frustrés avec des pancartes aujourd'hui. Je pense qu'on est beaucoup plus que 20. Fait que c'est le temps de crier notre haine envers le système. Puis c'est ça. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. On a l'honneur d'être en compagnie de Patricia Tulane, qui est membre des Courageuses. Elle souhaiterait prendre un petit mot sur la situation actuelle. Bonjour. Bonjour. En 98, un homme a été reconnu coupable, a plaidé coupable à une accusation d'agression sexuelle et il a bénéficié de l'absolution inconditionnelle d'un juge. C'était en 98, cet homme s'appelait Gilbert Rozon. Ensuite, suite à ce jugement, il est arrivé ce qu'on appelle l'arrêt Rozon. Donc depuis 1998, beaucoup d'agresseurs ont bénéficié de cette procédure, c'est-à-dire que si un juge considère que l'agresseur ne présente pas de risque de récidive ou que c'est un actif, pour la société, on absout cette personne pour lui permettre de continuer à voyager, à avoir une carrière et tout ça. Donc visiblement, M. Houle a bénéficié de cet arrêt, l'arrêt Rozon. Mais là, on n'est plus en 98, on est en 2022, après le mouvement MeToo. Et c'est tout simplement inacceptable qu'un juge ait osé poser ce jugement après toute la prise de conscience que nous, les courageuses et toutes les autres victimes, en prenant la parole, on a amené durant ces dernières années pour mettre la victime au centre de l'agression. Gilbert Rozon a été acquitté dernièrement par une juge qui s'appelle Mélanie Hébert et qui a elle-même reconnu que le système de justice était inéquitable et qu'il était en fait en faveur des agresseurs. Donc si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec le système de justice. On va me dire que ce sont des règles de droit, ce sont des principes de droit. Je me fous des principes de droit, je veux la justice. J'ai participé à un comité qui s'appelle Rebâtir la confiance. Ce comité a mis en lumière 190 recommandations qui doivent être appliquées pour améliorer le système de justice et dont le tribunal spécialisé qui, je pense, est une avancée quand même. Mais ça ne suffit pas. Le problème est à Ottawa, le problème c'est le législateur. Tant que la victime n'aura pas de statut de victime, mais sera un témoin de sa propre agression, le système ne peut pas fonctionner. Tant que la victime devra donner son témoignage à froid, qui servira ensuite de preuve, pendant que l'agresseur a 3 ans pour préparer une version avec ses avocats, pour ensuite contredire la version de la victime, ça ne peut pas fonctionner. Ce système est injuste, il est inéquitable envers les victimes, et nous devons nous battre pour que la victime soit réellement au centre du processus juridique et qu'elle obtienne justice, en dépit des règles de droit. Le juge Poliquin s'est demandé, a eu pitié de cet homme dont la carrière allait être menacée, etc. Est-ce qu'on s'est soucié de la carrière de la victime? Est-ce qu'on s'est soucié de la vie privée de la victime? Alors qu'on sait très bien que les agressions sexuelles font des ravages parmi les victimes et empêchent les femmes d'avoir des vies normales pendant le reste de leur vie. Donc c'est ça qu'il faut considérer et non pas comment on peut venir en aide à cet agresseur qui a eu un moment d'égarement. Non, c'est pas ça la justice. La justice, c'est considérer que le crime d'agression sexuelle est un crime grave et qu'il mérite d'être puni par de la prison. C'est tout. Il n'y a pas d'aménagement possible. C'est impossible. Il faut que ce crime soit pris au sérieux parce qu'il fait trop de ravages dans la société.
Moi, je connais des victimes qui sont incapables de fonctionner, qui sont en thérapie, qui suivent depuis des années parce qu'elles ont des séquelles. C'est ça qu'il faut prendre en considération et non pas manifester de la complaisance envers les agresseurs. Et quand les juges se croient au-dessus de toute formation en disant qu'ils sont formés, le juge Poliquin vient de nous montrer que c'est faux. Il ne comprend rien à la réalité des agressions sexuelles. Alors aujourd'hui, je suis contente de voir qu'on est nombreuses quand même à cette manifestation. Je voudrais vous remercier de votre courage. Vous êtes courageux, vous êtes forts, vous êtes fortes. Vous êtes l'avenir. Et je pense que le fait que nous soyons ici aujourd'hui nous démontre que ça ne passe plus. Ce genre de décision, de jugement ne passe plus. Et on sera là à chaque fois pour manifester et pour dire non. Les victimes méritent la justice, la vraie justice. Merci. Merci beaucoup, Patricia. C'était vraiment excessivement émouvant. Maintenant, j'ai envie de céder la parole, en fait, à une très chère amie, mais également à une survivante qui aurait envie de faire un témoignage aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous présente Jessie Nadeau, activiste et actrice de changement. Les victimes survivantes portent en elles le poids de la honte et de la culpabilité pour un crime qu'elles n'ont pourtant pas commis. Cette souffrance est amplifiée par la violence qu'elles reçoivent lorsqu'elles décident de dénoncer, car la revictimisation, c'est voir empirer une situation déjà suffisamment difficile. Dans un contexte où les traumas affectent déjà l'ensemble des sphères de la vie d'une personne qui a vécu des violences, c'est particulièrement inquiétant de constater l'impact des conséquences liées à ces crimes. Ça ne devrait pas non plus être le parcours du combattant pour avoir accès à de l'aide et du soutien. Malheureusement, avec du recul, je ne sais pas si c'est les agressions ou la réponse de la société qui a été le pire. Je ne devrais pas avoir eu à sacrifier autant simplement pour être entendue. Être en contact avec la souffrance que j'ai vécue m'a fait comprendre que tant que cette problématique va demeurer dans notre ombre collective, il va y avoir d'autres victimes et d'autres agresseurs. D'où l'importance de remettre en question nos normes et ce que l'on tient pour vrai, car l'absence de cadre et de limites favorise un climat où l'impunité prévaut. C'est un chantier qui peut sembler ambitieux, mais c'est une lutte qui a déjà été remportée dans le passé. En effet, les hommes politiques, les journalistes, les évêques s'opposaient unanimement au droit de vote des femmes. Les juristes surtout s'y opposaient. Pour eux, le droit de vote était inconciliable avec le Code civil en vigueur au Québec, selon lequel les femmes étaient considérées comme des incapables devant la loi. Autre exemple, les femmes du Québec étaient à la merci du Code civil jusqu'en 1964, car ce dernier les mettait en état de dépendance économique et sociale face à leur époux. Abolir la subordination légale des épouses était considéré jusque-là comme une absurdité juridique. Ainsi, ce n'est pas d'hier que les femmes s'organisent, luttent et résistent. À toute époque, on leur a toujours dit qu'elles allaient trop loin et exagéraient dans leurs revendications, qu'elles demandaient l'impossible, et chaque fois, elles ont triomphé. J'ai donc confiance dans le fait que nous sommes en train d'assister à un moment historique et que ce n'est qu'une question de temps avant que le code criminel ne s'adapte à l'ensemble de la complexité liée à cette problématique. Que d'autres lois vont suivre et que d'autres, discriminatoires dans leur essence, vont quant à elles être abrogées. C'est en raison de cette conviction que je n'ai toujours pas nommé publiquement le nom de mon agresseur. J'ai eu des centaines d'opportunités pour dévoiler son identité sur la place publique, mais symboliquement, je me suis toujours préservée de le faire parce que j'ai encore espoir en notre état de droit, en sa capacité d'évoluer et de s'ajuster, particulièrement grâce aux initiatives qui se dessinent à l'horizon et qui découlent toutes les prises de parole qui ont lieu ces dernières années. Longtemps, je m'en suis voulu de ne pas avoir su comment agir ou mieux me défendre face à ce cirque. En ayant changé mon propre regard sur le sens que j'accorde à la justice, je réalise que je suis davantage en mesure de me pardonner pour tout ce que j'ai fait afin de survivre, et c'est exactement ce que je souhaite pour toute victime survivante. J'ai espoir maintenant plus que jamais que la façon dont nous avons appris à naviguer dans cette société va nous permettre d'enfin être vus comme des expertes à part entière, et ce,
indépendamment de notre passé, de notre scolarité ou encore de notre statut social. Ce n'est qu'une question de temps avant que les prises de conscience réalisées ces dernières années